Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Dans cet épisode d'À Poil, j'ai l'immense joie d'échanger avec Sébastien Brasse. Je me suis senti chef la première fois où mon père acceptait une de mes recettes à la carte sans y faire aucun changement. Et ça, pour moi, ça a été d'une grande fierté parce que c'était un signe fort lancé par mon père. Et ce signe, mon père, une fois de plus, mon père n'est pas un grand bavard, donc ni ensemble, on n'est pas des grands communicants, mais on se comprend très bien, un regard, un sourire. Et puis le jour où il acceptait voilà, ma tartine de rhubarbe, pain, noix, pot de lait et jus de fraise, je me suis dit, un jour viendra ton temps. Pourquoi Sébastien ? Parce qu'il fascine la planète food, moi la première. Sébastien est à la fois l'héritier de l'immense cuisinier Michel Brasse et lui-même immense. Il est à la tête d'une maison iconique, d'une table à part, le restaurant Brasse à l'Aïeul. Son indépendance, sa sensibilité et sa liberté de ton me fascinent. J'ai réussi à l'intercepter dans les coulisses d'un festival, lors d'un de ses rares passages à Paris. Et avec lui, nous avons parlé de l'aubrac, de relations père-fils, de petites restaurations et des 35 heures. Bonne écoute! On est dans les coulisses d'un festival de gastronomie, d'où le fond sonore que l'on peut entendre derrière. Tu vas faire une démonstration tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas préparer ? Pour cette démonstration, j'ai décidé de mettre en avant la volaille associée aux agrumes et à la lentille blonde de la Planaise. 3 produits qui me sont chers pour des raisons diverses et variées. Donc j'ai fait une petite déclinaison autour de ces 3 associations. Donc justement de ta cuisine, ce qu'on connaît, c'est beaucoup les plats gastronomiques, comme celui que tu vas préparer. Mais il y a un autre aspect, moi, qui m'intéresse aussi, c'est les capucins, les gaufres miwam, ce genre de produits de petite restauration, on va dire, très abordables, mais aussi très pensés. Par ailleurs, tu as relancé, je crois, la boutique en ligne. Vous avez aussi le restaurant, le Café Brasse à Rodez, oui. Bientôt le restaurant à la Fondation Pinault à Paris, qui vient d'être annoncé. C'est ça. Est-ce que c'est important de toucher à différents styles ? Je crois qu'il faut voir ça comme une chance finalement d'avoir l'expertise culinaire d'un chef gastronomie, avoir cette expertise-là sur d'autres domaines de restauration. Je trouve ça plutôt challengeant pour nous. De voir qu'est-ce qu'on peut faire sur des offres type restauration rapide ou sur une restauration typée bistronomie. Donc effectivement, il y a eu plusieurs projets. Le premier projet a été le développement donc du miwam, cette gaufre fourrée composée de céréales bio, complète pour une partie. L'idée est partie en fait d'une rencontre entre 3 copains d'école hôtelière, amoureux des bonnes choses, qui se sont posés des questions sur ce dont avaient envie les gens aujourd'hui. Comment vivre nos vies avec une restauration rapide mais saine et équilibrée. Donc on s'est posé la question, on a essayé de réfléchir et de penser un produit qui puisse répondre un petit peu à ces attentes. Donc le premier miwam est né il y a une dizaine d'années. Sur Lyon, et là on continue tranquillement à développer certains points de vente. Ça a été le premier point. Ensuite il y a eu les capucins, donc dans un même registre de restauration rapide, puisque ce sont des produits que l'on vend entre 7 et 15 euros. Mais là on a répondu finalement à un appel d'offres qui a eu lieu sur le département de l'Aveyron, sur l'aire du viaduc plus exactement, où le souhait du département était de valoriser, de mettre en avant le savoir-faire aveyronnais. Donc en famille, nous avons essayé de réfléchir à un produit, à un concept nomade qui puisse valoriser tout simplement le savoir-faire gastronomique aveyronnais. Donc notre idée a été retenue et ce concept existe maintenant dans divers lieux et est également en cours de développement. Et est-ce que c'est une nécessité aussi pour les chefs aujourd'hui de se diversifier ?
Une nécessité, non, je crois que chaque chef, chaque personne fait les choses comme ils en ont envie. Certains alors adorent le développement, d'autres pas du tout. Nous sommes dans une position plutôt intermédiaire. On choisit nos projets avec le cœur, on essaie de choisir des projets qui ont du sens, du fond, des projets dans lesquels on se ressent personnellement, dans lesquels il y a un lien fort avec notre histoire, notre vision des choses. C'est vraiment le cœur de nos décisions dans le choix des projets. Donc on va faire un flashback et revenir aux origines de ta cuisine. Tu es quasiment né dans le restaurant Brasse à l'Aïeul. Est-ce que être cuisinier, c'est ton destin, un choix par défaut, une vocation ? Alors effectivement, je suis un des derniers pur Laïolais nés à l'Aïeul, puisque la maternité a fermé quelques mois après ma naissance. La maternité était à l'époque à 200 mètres du restaurant, donc même ma mère est montée à pied à la maternité. En plein hiver, ça a été un petit peu épique, mais bon, effectivement, je suis un pur Laïolais. Et mon enfance, bien sûr, je l'ai passée au cœur du plateau de l'Aubrac. Je crois que mon enfance a été caractérisée par 3 grands terrains de jeu. Le premier, ça a été finalement l'établissement familial, la cuisine, soit fermée en hiver, soit en pleine activité à la belle saison, l'hôtel, les couloirs des chambres, les couloirs fantômes, on s'amuse à se faire peur. Enfin, c'est ce contexte shining un petit peu pendant l'hiver et très animé pendant l'été, ça a vraiment joué dans mon enfance énormément. Donc ça a été mon premier terrain de jeu, l'établissement familial. Deuxième chose, ça a été le plateau de l'Aubrac, puisque l'Aïeul est aux portes du plateau, donc je me suis baladé énormément au sein de ce plateau de l'Aubrac, à toutes les saisons, seul, en famille, en vélo, et je crois que ça a participé énormément à construire mon identité de chef aujourd'hui. Enfin, mon troisième terrain de jeu, c'est le temps que je passais chez mes grands-parents agriculteurs, puisque en saison, mes parents étant très occupés, j'étais envoyé chez les parents de ma mère, donc agriculteurs à quelques kilomètres du village. Donc j'ai passé beaucoup de temps auprès des animaux, dans la grange, dans l'étable, à conduire les tracteurs, à faire les fenaisons. Donc cette ambiance agricole aussi fait partie de moi-même. Donc finalement, quand il a fallu faire le choix d'un métier à l'adolescence, choisir ce métier, c'était pour moi la solution pour continuer à m'amuser sur mes 3 terrains de jeu. Voilà, le restaurant, l'Aubrac et le contact avec le monde agricole, les produits, les animaux, l'agriculture. Donc c'est vraiment, ça a été un choix finalement très naturel. J'ai jamais été torturé pour savoir si je voulais ou non suivre l'aventure de mes parents. Pour moi, ça s'est fait de manière très, très fluide, naturelle, et je me suis jamais trop pris la tête avec ça. Parce que souvent, les enfants de restaurateurs, ils veulent pas entendre parler de ce métier. Ça a été le cas de mon frère, Ouais. avec qui on a eu pourtant une éducation assez proche, me semble-t-il, mais lui, pour le coup, a refusé en bloc toute idée de poursuivre l'aventure familiale ou même de travailler avec moi. Et toi, t'avais pas pensé à d'autres métiers? Franchement, non, parce que j'étais heureux, épanoui, à bricoler enfant, adolescent, au fond de la cuisine. C'était vraiment une enfance heureuse. Et voilà, j'avais envie que ça continue, tout simplement. Et quelle place occupait la cuisine? Parce que ton père donc avait le restaurant. Est-ce qu'il cuisinait pour ton frère et toi? Ou est-ce que la cuisine, tu la vivais à travers le restaurant? Alors, paradoxalement, la nourriture familiale était cuisinée par ma mère et ma grand-mère. Nous avions un petit appartement au sein de l'hôtel. On se retrouvait donc tous les 4, mes parents, mon frère et moi, en famille. Et c'est ma mère qui passait ses journées l'hiver à cuisiner pour sa famille, ainsi que ma grand-mère aussi, qui nous régalait très très régulièrement. Mais mon père, voilà, était beaucoup plus centré sur la cuisine professionnelle. Donc finalement, je peux dire qu'enfant, c'est plus ma mère et ma grand-mère qui m'ont nourri. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu t'es orienté vers la cuisine? Est-ce que tu avais un plan de carrière ou quelque chose comme ça? J'étais déjà très impatient. J'ai passé un bac général un peu par dépit parce que voilà, c'était pour l'ouverture, pour se donner la possibilité de choisir encore autre chose avant de choisir une voie définitive. J'ai passé mon bac général, mais j'étais très impatient de rentrer en école hôtelière et d'en découdre finalement avec ce métier que j'avais choisi déjà un certain nombre d'années auparavant. Donc j'étais particulièrement heureux, excité de partir dans l'aventure que j'avais choisie. Est-ce que tu as fait l'Institut Bocuse? Alors à l'époque, ça s'appelait l'École des arts culinaires et de l'hôtellerie. Maintenant, ça s'appelle l'Institut Paul Bocuse.
Effectivement, là à l'école j'ai beaucoup appris le côté gestion de la profession, donc beaucoup plus le management, la finance, compta, etc., etc., etc. Plus que la cuisine à proprement parler, donc j'ai eu quelques bases en cuisine bien évidemment, mais je crois que le gros de ma formation purement culinaire s'est faite ensuite sur le tas à la maison. Et pourquoi tu n'avais pas choisi une formation culinaire finalement? Mais parce qu'on a beau faire la meilleure cuisine du monde, si on ne sait pas la vendre, on va jamais bien loin. Et donc tu as pris la cuisine dans le restaurant familial après Complètement, j'ai fait mes armes sur le tas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme dit le dicton. Donc effectivement, j'ai fait mon apprentissage et ma formation professionnelle auprès de mon père dans l'établissement familial. J'ai eu l'occasion de faire quelques stages professionnels au cours de mes études. J'aurais souhaité avoir quelques expériences complémentaires chez des confrères restaurateurs. C'est d'ailleurs ce qui était prévu, puisque à la fin de mes études, j'avais décroché un stage à San Francisco. J'étais heureux comme tout de partir pour quelques mois à San Francisco. Et puis cette époque correspondait à l'époque où mes parents ont ouvert le nouvel établissement au Suquet, aux portes de l'Aïole. Et comme c'était un changement énorme pour eux, c'était un petit peu le branle-bas de combat. Donc au dernier moment, j'ai annulé mon avion et je suis resté avec eux pour les soutenir dans cette énorme aventure qui débutait pour eux. Quels souvenirs gardes-tu de ces débuts? Des souvenirs... je garde un souvenir assez difficile, dans le sens où je suis arrivé au restaurant, j'ai fait mon premier stage en 93, donc la deuxième année d'ouverture au Suquet, époque où il y a eu un petit contre-coup médiatique, puisque l'établissement avait ouvert l'année précédente, en 92, donc 93, un petit peu moins d'activité, des emprunts énormes à rembourser, peu de monde par rapport à aujourd'hui, peu de monde en cuisine, une exigence énorme de la part de mon père et peut-être plus encore avec moi qu'avec les autres. Et moi j'étais tout vermoulu, sorti de l'école, pas d'expérience, pas d'organisation, pas de savoir-faire. Et je me suis retrouvé parachuté, responsable en pâtisserie, j'ose même pas dire chef parce que sorti de l'école on n'est pas chef. Je me suis retrouvé parachuté responsable en pâtisserie, sans savoir-faire. Donc j'ai connu des débuts particulièrement houleux parce que j'avais pas de technique, pas de savoir-faire. Et mon père qui était toujours là, en vouloir toujours plus. Donc ça a été des années compliquées, mais ô combien formatrices, je pense, avec le recul aujourd'hui. Ensuite, les années se sont enchaînées. J'ai eu l'occasion de circuler sur tous les postes de la maison. Et qui m'a permis d'avoir une vision globale finalement du fonctionnement d'un établissement gastronomique. Et c'est de cette manière-là dont je me suis forgé un savoir-faire particulier dans ce domaine. Est-ce qu'il y avait des chefs que tu admirais à tes débuts? Oui, j'ai admiré des chefs qui ont marqué l'histoire, qui ont raconté des histoires, qui ont raconté un univers. Et je crois que c'est ce qui a aussi forgé mon envie, moi, à mon tour, par la suite, de continuer à construire une offre qui corresponde à mon histoire, à mon territoire. Et c'était qui ces chefs? J'ai eu l'occasion de côtoyer des gens comme Olivier Rollinger, comme Michel Troisgros, des gens comme ça, Pierre Gagnère, avec des caractères forts, des identités très marquées, qui font que leur maison aujourd'hui ont une identité particulièrement unique. Et je crois que c'est ce qui fait la force de ces maisons. Et le Suquet, c'était évident de rester là-bas? Quand tu disais que tu as fait différents postes dans la cuisine, et au bout d'un moment, est-ce que tu t'es dit je reste, je pars? Mon choix était clair d'entrée de jeu, c'était de reprendre l'entreprise familiale. Alors effectivement, j'aurais pu, comme je l'avais souhaité avant de démarrer, faire mes armes ailleurs, mais une fois qu'on a mis le pied dans une entreprise familiale, qu'on s'y investit, qu'on a des parents qui comptent sur nous, c'est quand même assez compliqué de dire ciao, allez, je file pendant les 2 ans qui suivent, vous ne me verrez plus, et on se revoit dans quelques années. Donc pour moi c'était quand même assez compliqué. Il faut savoir néanmoins que notre établissement est saisonnier, et que j'ai l'opportunité pendant ces grandes périodes de fermeture de voyager quand même, d'aller m'inspirer, m'ouvrir l'esprit ailleurs. Donc ça, ce sont des périodes auxquelles
on tient énormément encore aujourd'hui parce qu'elles nous permettent de nous ressourcer, de prendre du recul, de se projeter et de donner vie à nos envies. Donc en 2009, il y a eu la passation des fourneaux qui a fait l'objet d'un documentaire, Entre les bras, oui. La cuisine en héritage, qui est sorti au cinéma. Oui. Je me souviens l'avoir vu à l'époque et avoir été émue par les images de cet héritage à la fois culinaire et affectif. Quels souvenirs en gardes-tu ? C'est un exercice qui n'est pas facile parce que il fallait qu'on ait une confiance absolue en Paul Lacoste et c'était le cas parce qu'on a tourné pendant, je crois, près de 3 années par séquence. Et il est vrai que dans la famille, nous ne sommes pas franchement des grands bavards. Donc c'est parfois difficile de se livrer, d'ouvrir son âme. C'est pas quelque chose de naturel ni chez mon père ni chez moi. Donc voilà, il y a eu des moments comme ça où c'était compliqué, difficile de dire les choses, mais ô combien enrichissant aussi parce que ça permet parfois de poser un mot sur des choses, des événements, des envies, et ça a été finalement un exercice sur le coup pas facile, mais avec le recul, oui, ça donne une vision globale des enjeux que peuvent être la transmission d'entreprise. La relation père-fils aussi, donc j'ai trouvé l'exercice au final plutôt sympathique. Et la passation en elle-même Alors, les passations d'entreprise, il est vrai que c'est quelque chose de très 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 complexe. Je remercierai jamais assez mon père car je l'ai toujours entendu dire qu'il souhaitait anticiper, préparer au mieux cette transmission. Donc dès le début, il a souhaité organiser au mieux, mettre en place des outils qui nous permettent d'organiser sur la longueur, sur les années, cette transmission ô combien difficile. Déjà, la transmission d'une entreprise n'est pas facile, mais en plus, là, il y avait l'héritage du savoir-faire culinaire, qui n'est pas un don inné, je pense. Donc, c'était un enjeu qui était quand même assez colossal. Donc voilà, il a fallu mettre en place des outils, s'organiser, se faire entourer pour que cette passation puisse se passer au mieux. Et ça s'est fait en douceur finalement ? Ça s'est fait en douceur parce que je crois qu'avec mon père finalement on est assez complémentaires. On a l'amour d'un territoire identique, même si nous sommes d'une génération différente, avec parfois des envies différentes, mais je crois que ce qui nous relie et c'est ce qui a fait que cette passation a été, me semble-t-il, réussie, c'est cet amour du plateau d'Aubrac, sur lequel on est toujours tombé d'accord finalement. Voilà. Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois ? Je me suis senti chef la première fois, c'était ma troisième année en pâtisserie. Donc je me suis senti chef quelques heures, pas longtemps. Donc je me suis senti chef la première fois où mon père acceptait une de mes recettes à la carte sans y faire aucun changement. Et ça, pour moi, ça a été d'une grande fierté parce que ça a été un signe fort lancé par mon père. Et ce signe, mon père, une fois de plus, mon père n'est pas un grand bavard, donc ni ensemble, on n'est pas des grands communicants, mais on se comprend très bien, un regard, un sourire. Et puis le jour où il a accepté ma tartine de rhubarbe, pain, noix, pot de lait et jus de fraise, je me suis dit, un jour viendra ton temps. Donc ça, c'était dans les années 96, je pense, 95, 16, 17, dans ces années-là. Et là, pour moi, ça a été un premier marqueur fort dans ma carrière de cuisinier, de pâtissier en l'occurrence, sur ce plat-là. Mais c'était le début d'une réflexion personnelle où je me disais, mais voilà, sois patient, prends le temps, forme-toi, tout viendra à temps. Et donc chef, c'est quelque chose qui se construit, c'est pas inné ? On ne naît pas chef, on choisit une profession. Cette profession, c'est cuisinier. Chef, c'est un statut. Donc quand j'entends des jeunes ébahis par la télé-réalité qui disent je veux devenir chef, non. Tu seras d'abord cuisinier et si tu en as les compétences, tu seras peut-être un jour chef. Mais mon métier, c'est cuisinier. Quel genre de chef es-tu ? Je suis un chef plus calme que mon père, plus posé, plus serein. Ça, je crois que c'est une caractéristique assez différente. Alors j'ai le sport qui m'aide
à évacuer le stress, les tensions des services et du quotidien. Donc ça c'est vraiment une part importante aussi de ma vie sans laquelle j'aurais du mal à vivre sereinement. Mais voilà, je pense être un chef relativement posé, objectif, de plus en plus dans le partage. Ça c'était une composante aussi assez différente par rapport à la manière d'imaginer, de créer la cuisine. Je n'hésite pas à échanger avec mes jeunes, à partager, à discuter de recettes, de techniques, à me les approprier. C'est des choses que je fais assez volontiers, que mon père ne faisait pas forcément. Est-ce que tu es un chef humain aussi? Parce qu'il paraît que vous faites que 35 heures, enfin que le personnel, on va dire, de toute la cuisine fait que 35 heures. Ce qui est assez fou dans une maison indépendante, parce que à part les palaces en France, pas beaucoup d'endroits où on respecte le volume horaire. Donc effectivement, en 1998, nous avons fait le pari de nous équiper d'une pointeuse pour réguler le temps de travail de nos coéquipiers. Mais je crois que ce facteur humain, pour moi, est essentiel. On dit souvent que nous sommes des métiers où l'on est marchand de bonheur, où on sait transmettre une histoire, de l'émotion. Et il faut savoir qu'en pleine saison, nous sommes plus de 70, je ne travaille pas tout seul avec ma femme. Donc on a en charge aussi d'essayer de transmettre à nos équipes ce que nous sommes, d'où nous venons, expliquer nos choix. Et eux, à leur tour, vont avoir cette mission de transmission auprès de nos hôtes. Donc je crois que ce respect de l'homme, finalement, cette proximité que l'on a avec nos équipes, sont une partie absolument indispensable à notre bien-être personnel, mais aussi au bien-être de nos clients. Je crois que quand on se donne les moyens de rendre nos équipes heureuses, ils nous le rendent bien ensuite auprès de nos clients. Donc c'est vraiment un choix fort qui a été fait à l'époque, mais pour rien au monde je ne reviendrai en arrière. En parallèle de cet esprit d'équipe, à l'époque nous avions imaginé de créer une petite association qui s'appelle les Bras Cassés. Et en fait c'est tout simplement un support d'animation d'équipe, c'est-à-dire que tous les lundis, mardis, quand le restaurant est fermé, on met en place des sorties sportives, culturelles, enfin dans tout un tas de domaines qui permettent de fédérer l'équipe autour d'un projet commun. Et effectivement on s'aperçoit que le petit jeune brésilien qui n'est jamais venu en Europe, qui débarque en Aubrac début avril sous 20 cm de neige, qui est un petit peu perdu au départ, il a plein de choses à raconter. Et il les racontera peut-être pas de manière naturelle et spontanée au travail, avec le stress, la pression des services, des clients qui sont là, le degré d'exigence, mais il se livrera beaucoup plus facilement autour d'une sortie VTT, d'une partie de bowling, autour d'une visite de musée. Donc ces outils-là, cette association, les Bras Cassés, est une pierre angulaire forte de notre maison, parce qu'elle nous permet de créer un lien social fort. Moi j'adore ces moments-là, parce que on parle de beaucoup de choses et la plupart du temps ça ne concerne pas le travail, donc on découvre des gens, des hommes, des aventures, des vies différentes de la nôtre, et je crois que c'est ce qui est particulièrement enrichissant. Et ton père est encore présent physiquement sur le restaurant, comment ça se passe avec lui aujourd'hui? Alors mon père est encore un homme très très actif, il a son bureau au restaurant, mais pour autant il y a 10 ans, donc il a abandonné les cuisines du Suquet pour me laisser m'épanouir et m'exprimer personnellement. Cependant nous avons un certain nombre de projets en cours, de projets communs, et lui est énormément concentré sur ces projets parallèles. Il y a eu le projet des Capucins, du Café Brasse, aujourd'hui le projet à Paris, le restaurant au Japon, donc il est beaucoup investi sur ces projets périphériques. Et quand il lui reste du temps, il passe pas mal de temps finalement dans notre jardin personnel à 15 km du restaurant, où on va faire des cueillettes tous les matins. Ces cueillettes nous permettent de fleurir, d'agrémenter nos compositions quotidiennes. Au mois de mai, on arrive à cueillir jusqu'à 120 variétés différentes que l'on va utiliser dans la journée en cuisine. Donc c'est pas un boulot finalement à temps partiel, ce jardin non plus. Et toi, à quoi ressemblent tes journées aujourd'hui? Est-ce que tu cuisines encore? C'est ce qui me plaît, heureusement que je cuisine. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier, et ça me plaît encore. Et c'est justement pour continuer à cuisiner heureux que j'ai fait des choix forts ces derniers temps. C'est une décision qui passait par là pour moi, pour continuer à cuisiner avec bonheur. Donc mes journées, comment elles sont réparties? 2 jours par semaine, mes journées commencent à 4h du matin pour partir au marché à Rodez, le mercredi, le samedi. On rentre du marché vers 7h. Ensuite, on travaille en mise en place, la matinée en cuisine, donc découpage des légumes, cuisson, essai, test, etc. Ensuite, le service jusqu'à
15h30 environ. Donc en cuisine, j'ai mon poste. Hein. Je suis au pass, c'est moi qui découpe les viandes, c'est moi qui contrôle les cuissons, les assaisonnements. Donc j'ai mon poste à part entière en cuisine. Je suis un cuisinier qui cuisine. Donc ça c'est quelque chose d'important chez nous, mais c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai envie de continuer à en faire pour quelques années encore. Ensuite je prends ma coupure, donc les jours de marché je vous cache pas, je fais une longue sieste et le reste de la semaine je vais faire mon heure entre 1h et 1h30 de VTT, entre 3h30 et 5h. Et à 17h, une douche et je reprends le boulot jusqu'au soir, je sais pas, 11h30, minuit. Voilà. Au passe encore. Exactement, au service le soir également. Et quand le restaurant est fermé, tu cuisines aussi ? Alors à la maison, contrairement à mon père, c'est moi qui cuisine. Ma femme fait des efforts, elle a encore un petit peu de travail. Mais en général, c'est davantage moi qui cuisine à la maison, mais des choses relativement simples, rapides, puisque paradoxalement l'hiver, on est toujours aussi très occupé, toujours en vadrouille un petit peu à droite à gauche, en France, à l'étranger, des visites de fournisseurs, des visites de porcelaine, enfin tout un tas d'activités diverses et variées que l'on ne peut pas faire en saison, comme nous sommes très occupés. J'aime bien également aussi l'hiver aller au contact de jeunes étudiants. Là, il y a quelques semaines, j'ai été dans un lycée, passer une journée auprès de jeunes étudiants pour cuisiner avec eux, confectionner un repas brasse, parler un petit peu de mon expérience, de ma vision du métier et les encourager sur cette belle voie. Est-ce que tu te sens plus chef, cuisinier ou restaurateur, les trois? Mon métier c'est cuisinier, je crois, fondamentalement. Un hôtelier restaurateur, il est soit plutôt restaurateur, soit plutôt hôtelier. Moi, je suis plutôt restaurateur et dans mon statut de restaurateur, ma position, c'est cuisinier. Je suis chef par défaut, mais mon métier premier, c'est cuisinier. Tu dis que tu es en totale osmose avec la cuisine de ton père et qu'il n'y a pas de rupture de style. Mais est-ce que tu as ta propre sensibilité quand même? Oui, bien sûr. Mais je crois que là, on embraye sur le sujet de la création, qui est un sujet sans fin finalement, puisque la création, qu'est-ce que c'est? La création, c'est quelque chose qui fait vraiment appel, je crois, à l'intime, à son histoire, à ses émotions, ses voyages, c'est en fait tout un tas de choses qui viennent nourrir finalement l'esprit. Et ça peut être une nourriture très, très spontanée, très vive, mais aussi beaucoup plus lointaine. Ce qu'il est important de dire, je crois, c'est que ma vie sur le plateau de l'Aubrac, mon éducation, mon enfance font que, une fois de plus, ce territoire de l'Aubrac, immense, parfois austère, souvent difficile, forge quelque part un caractère, une âme, une manière d'être. Et ce caractère-là, mon père ayant vécu lui aussi une partie de son enfance sur le plateau de l'Aubrac, finalement, ces données de base essentielles, nous avons les mêmes. Donc effectivement, on donne une poire et un roquefort à Michel Brasse, il va en faire quelque chose et moi j'en ferai autre chose. Mais pour autant, je crois que le fil conducteur du plateau sera toujours là. Et c'est ce qui nous a toujours rattachés, lui et moi, c'est ce lien fort autour du territoire. Michel a son histoire, ses créations ne sont pas les miennes ne sont pas les siennes, mais il y a toujours ce lien affectif avec le territoire. Est-ce que ça a été difficile de trouver ton style, ton propre style? Mais je crois que le style, on le cherche tous les jours finalement, parce que la cuisine est faite de changements permanents. Vous savez, moi je réimprime mes menus midi et soir, en fonction des cueillettes du jour, en fonction du marché, en fonction des envies. Donc on peut avoir une idée spontanée en remontant du marché pendant 3/4 dans le camion à 7h du matin. On va imaginer une recette et la développer, le service qui suit ou le soir même. Et puis d'un autre côté, on peut avoir une idée un petit peu folle, une idée de texture, d'architecture, d'association. Et en contrepartie, on peut avoir une idée un petit peu plus folle ou plus complexe. Et là, on va mettre des semaines, des mois, voire des années parfois, à trouver le joint technique, esthétique, le bon produit. Donc voilà, la création, c'est un petit peu tout ça. C'est un univers très vaste. Il n'y a pas de chemin tout écrit pour la création. C'est vraiment un processus très complexe et très personnel. Et qu'est-ce que représente la cuisine pour toi? Pour moi, la cuisine représente un formidable territoire d'expression. Vous savez, l'Aubrac, c'est 3 habitants au kilomètre carré. La première ville de plus de 40 000 habitants, elle est à 1h03. Malgré ça, midi et soir, une 50aine de convives nous font confiance, nous rendent visite au restaurant. Et ça, pour moi, c'est le plus beau des compliments. Ce qui veut dire que les clients qui viennent passer un moment chez nous
arrive à percevoir cette identité finalement très personnelle, cette histoire du plateau, mon histoire à moi. Et je crois que pour moi c'est finalement la plus belle des récompenses et ça m'encourage à aller toujours plus loin dans le partage du plateau. Et je crois qu'il y a quelque chose que tu aimes vraiment faire, c'est mettre en valeur des produits. Tu dis que tu fais une cuisine des petits riens. Ça c'est un peu lié au territoire. L'Aubrac c'est un plateau pauvre, austère, froid, pas forcément très riche, voire même pauvre en ressources gastronomiques, à la gueule sortie du bœuf, du cochon, du fromage. Il n'y a pas grand chose, donc il faut se creuser un petit peu la cervelle et essayer d'imaginer des solutions techniques, esthétiques, associatives pour essayer de sublimer justement ces produits qui sont à l'opposé des caviars, langoustines, homards et je ne sais quoi. Donc c'est une création qui peut parfois être plus difficile, mais ô combien valorisante quand on arrive à créer quelque chose de génial avec une pomme de terre. Ton père était connu pour sa cuisine végétale, son ancrage dans le territoire. Est-ce que c'était un précurseur, on peut dire, oui. En cuisine? Oui. Comment fait-on pour rester dans cette avant-garde? C'est regarder loin devant, pas se poser de questions, suivre son âme, son intuition, vivre avec son temps, fuir les modes, puisque pour moi la mode par définition c'est quelque chose d'éphémère. Donc je me suis toujours refusé de suivre les tendances, les mouvements. D'ailleurs à l'époque de la cuisine moléculaire, c'est une période difficile pour moi parce que tout le monde rentrait là-dedans. Et moi, à travers cette cuisine-là, je n'imaginais pas pouvoir raconter mon pays à travers cette expression culinaire. Donc j'ai eu un moment de doute à cette époque-là parce que je me suis dit, mais si tu veux être à la page, est-ce que tu n'es pas obligé de rentrer là-dedans? Donc finalement la réponse a été vite trouvée. On est resté fidèle à notre fil rouge, fidèle à notre territoire, fidèle à nos convictions. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas parce qu'on s'aperçoit finalement que ce phénomène incroyable, ce raz-de-marée culinaire, a duré qu'un temps et qu'aujourd'hui, on revient sur des fondamentaux, le territoire, le produit, la valorisation des producteurs, des choses que l'on a toujours défendues finalement. Et tu n'as jamais été tenté de muséifier le restaurant Michel Brasse? Surtout pas, parce que moi je retrouve dans ma cuisine, rien pour moi de plus ennuyant que les plats figés. Pour moi la cuisine c'est la cuisine du vivant. Ça serait très compliqué pour moi de dire à l'ouverture je vais faire de l'agneau à laiton avec un caillé de vache et les fleurs d'érythrone, parce que la nature elle ne nous offre pas la même chose chaque année aux mêmes périodes. Et puis c'est ce qui me plaît, créer, innover, imaginer, essayer des associations, essayer de faire bouger un petit peu de faire bouger les lignes et puis essayer de valoriser une fois de plus le plateau, le territoire, tout en le gardant bien évidemment gourmand. Est-ce que tu fais plutôt une cuisine du cœur ou de la tête? Question difficile. Cuisine du cœur ou de la tête? Mais là, une fois de plus, on rentre sur le territoire de la création et je crois que finalement, ça dépend des recettes. Il peut y avoir des recettes, des créations beaucoup plus spontanées, qui font vraiment appel à une gourmandise entre guillemets facile avec des associations qui aujourd'hui pourraient nous être classiques, et puis d'autres où on cherche à aller un petit peu plus loin dans la création, dans la conception, dans les origines, et ça finalement bien souvent il n'y a que moi qui l'ai en tête parce que je ne vais pas les raconter à tous mes clients l'histoire d'une recette, donc ça c'est plus des histoires de tête. Et là c'est peut-être sur des recettes comme ça, vont prendre plus de temps, plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est pas impossible. Est-ce que tu as la création facile? C'est très variable aussi. C'est très variable en fonction des périodes, en fonction des marchés, en fonction de l'humeur. Ça peut être très facile et imaginer une recette, comme je le disais tout à l'heure, au cours d'un retour de marché. Et puis je vais parfois galérer sur une association qui ne me convient pas tout à fait ou sur une technique de cuisson que j'aimerais optimiser. C'est assez variable. Je crois que il n'y a pas de règle écrite non plus. Est-ce que tu as des modèles ou des sources d'inspiration dans la vie et dans la cuisine? Un modèle unique, non. Du multiple modèle et sources d'inspiration, oui. Un objet peut être source d'inspiration, une texture, une architecture,
une rencontre, un produit. Je crois que le métier de créateur, c'est être une éponge, c'est absorber les sons, les visions, les goûts, les textures. Et le travail du créateur, c'est finalement de mettre tout ça en lumière. Donc dire que la création en ce qui me concerne en tout cas, dire que la création a une voie toute tracée ou un type d'inspiration ou un processus type, non, absolument pas. Est-ce que tu t'interdis des choses en cuisine? Alors je m'interdis, mais parfois je suis un peu torturé sur cet interdit-là, parce que c'est un produit qui ne me déplaît pas. C'est un produit qui, je trouve, peut très bien résonner avec des produits de la mer ou des légumes, mais je me refuse à le travailler pour l'image qui renvoie. C'est le caviar. Ah. C'est un produit qu'on n'a jamais travaillé, que j'ai plaisir à déguster ou à associer pour moi-même sur certaines préparations. Mais voilà, il est un petit peu en contradiction avec mon histoire et avec l'image dans l'inconscient collectif que représente un petit peu ce produit-là. On va passer à l'aller-retour, c'est une interview dans l'interview. Oui. Tu vas devoir me répondre du tac au tac. D'accord. Ton âge? 47 ans à la fin de l'année. Ton signe astrologique? Scorpion. Ton plat signature? La gaufrette de pommes de terre. Ton plat préféré à manger? Alors là j'hésite. Je suis tellement gourmand que c'est compliqué de mettre en ordre. Allez, disons l'épaule d'agneau confite de ma grand-mère, à l'ail et à la tomate. Le chef que tu admires le plus? Peut-être Pierre Gagnère pour son univers incroyable, pour son univers créatif et son processus créatif. Voilà. Ton ingrédient préféré? Mon ingrédient préféré ou fétiche, je crois que ça pourrait être l'érythrone dent de chien, qui est une plante sauvage, la première à sortir de terre à la sortie de l'hiver. Et elle symbolise la fin des temps maussades, la fin du froid, le renouveau, le printemps, la réouverture, les nouvelles recettes, la nouvelle équipe. Donc elle est synonyme de joie, de gaieté, de renouveau. C'est pour ça que j'ai chaque année plaisir à la valoriser au travers d'une de mes assiettes. Et ton ingrédient détesté? Le natto. Le natto, c'est un produit fermenté japonais à base de soja qui a une texture très 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 filante, collante. Donc ça, c'est des choses que nous, Européens, nous ne connaissons pas et que nous n'avons pas dans nos cultures gastronomiques. Donc j'ai découvert beaucoup de choses au Japon, beaucoup de choses que j'ai aimées, mais ça, je ne l'ai pas encore apprivoisé. Et ton ustensile fétiche? La brochette métallique que j'ai plantée dans mon pot de fleurs de sel au passe devant ma planche, qui me sert à tester la température à cœur des poissons et des viandes pour en contrôler la température. C'est une brochette, en fait c'est pas une brochette, c'est une aiguille à tricoter qui avait été confiée par ma grand-mère à mon père. Et mon père me l'a transmise très symboliquement et officiellement le jour où j'ai repris les rênes de l'entreprise. Ton dernier meilleur repas? C'est celui que j'ai fait avec mes enfants hier soir. Le resto que tu aurais aimé ouvrir? J'aimerais, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps, j'aimerais imaginer un lieu planté au cœur de l'Aubrac et imaginer dans un ancien bureau, donc les fameuses maisons de bergers construites en pierre sèche et en lauze épaisse. Je rêve d'un projet un petit peu fou, dans un bureau qu'on ne pourrait accéder qu'à pied, en randonnant, et cuisiner ou proposer un petit moment de partage avec des hôtes dans cet univers magique. Mais j'ai pas encore trouvé le lieu, mais ça fait des années que je cherche. Je crapahute en vélo 3-4 après-midi par semaine. Il y en a plein qui me plaisent, mais j'en ai pas encore trouvé qui soit disponible. Le meilleur compliment que l'on t'ait fait? Le meilleur compliment qu'on m'ait fait, je crois que c'est venu de la part d'un client qui un jour m'a dit que j'avais vraiment relevé le challenge un petit peu fou de succéder à mon père. Ils m'ont dit un jour, j'avais vraiment trouvé une identité personnelle dans ma cuisine. Et ça m'a fait particulièrement plaisir parce que effectivement, c'était pas donné d'avance, c'était pas facile. Mais c'était un compliment qui m'a fait chaud au cœur et qui m'a encouragé à l'époque à continuer. Et la pire critique? La pire critique est venue d'un client il y a de très nombreuses années. Et celle-là m'avait marqué parce que il me semblait que j'allais à l'encontre de ce qu'elle m'avait dit. Et ça a décuplé finalement mon énergie dans cette idée d'aller encore plus loin dans la remise en cause du quotidien. Sa réflexion, ça avait été l'habitude, c'est la mort de l'âme. Et ça, je l'ai gardé en tête pendant des années. Et encore aujourd'hui,
je me pose des questions des fois sur des choses que l'on fait, sur des pratiques, sur des usages. Et voilà, cette citation revient en tête assez régulièrement et je me dis mais voilà, est-ce qu'il n'est pas temps de changer, est-ce qu'on n'est pas rentré dans une routine néfaste. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours en tête et paradoxalement une des plus grandes valeurs, je pense, que m'est transmise mon père, c'est cette capacité de remise en cause permanente. Donc ça va vraiment dans le droit fil. Donc j'aimerais revenir sur cette décision de renoncer aux 3 étoiles qui a fait grand bruit, que le Michelin a accepté. Oui. Comment vis-tu sans les étoiles ? Je me sens l'esprit plus libre, donc c'était vraiment l'objectif. Donc c'est pas Michelin, j'étais immensément heureux à l'époque quand il nous a octroyé 3 étoiles. C'était mon père qui était chef à l'époque. Il y a 10 ans, j'ai hérité de ces 3 étoiles, donc ça a été un challenge énorme pour ma femme et pour moi de maintenir ce niveau-là. Nos indices de fréquentation me laissent penser qu'on a réussi le challenge et ça c'est plutôt rassurant, mais je crois qu'il y a des moments dans la vie où on se pose des questions sur ce qu'on est, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a envie pour demain. Je crois que c'est un grand philosophe qui disait qu'il y avait deux grandes étapes dans la vie. L'adolescence, donc le passage du stade enfant à l'âge adulte, et puis le milieu de sa vie, donc entre 40 et 50 ans, la fameuse crise de la quarantaine, donc c'était peut-être la mienne finalement, mais quand je me projetais dans l'avenir, je me disais mais qu'est-ce que tu veux faire de tes 15 ans, 20 ans qui restent à bosser en cuisine? Est-ce que tu veux continuer à vivre avec cette pression du Graal gastronomique finalement, hein, puisque quand on a 3 étoiles, on fait partie de l'élite mondiale de la gastronomie, et ça représente forcément un certain poids à porter sur les épaules. Je l'ai accepté, j'ai relevé le challenge, sauf qu'aujourd'hui, voilà, à bientôt 47 ans, j'ai eu envie de continuer mon métier, de continuer à me faire plaisir, mais de le faire de manière plus sereine, l'esprit libre, avec une certaine forme aussi peut-être d'indépendance. Donc ça a été une décision compliquée, il ne faut pas croire, hein. Ça fait 5 ans que je réfléchis à cette décision, mais ça a été mûrement réfléchi, longuement discuté en famille, mais je crois que c'était le prix à payer pour continuer à vivre heureux sur mon plateau de l'Aubrac. Donc ce fut un choix compliqué, évidemment, j'ai mis 5 ans je crois à me décider, c'était le sujet de longues discussions familiales, mais je crois que voilà, une fois de plus, quand on se projette sur l'avenir, quand on souhaite choisir sa vie, pour moi, l'idée c'était de continuer à vivre heureux sur mon Aubrac, de manière sereine, étendue, mais toujours avec le même degré d'exigence. La question n'est pas là, on va continuer à toujours produire notre travail de manière le plus appliquée possible, mais en n'ayant plus cette pression de ce Graal gastronomique que représentent les 3 étoiles au Michelin. Est-ce que c'est pas dur d'être jugé à chaque assiette et par chaque client aussi ? Moi, je me considère comme quelqu'un qui est là pour donner du plaisir, du bonheur aux clients. Une fois de plus, le fait d'avoir un restaurant perdu au cœur de l'Aubrac avec ses 3 habitants au kilomètre carré et d'être complet midi et soir pendant 7 mois et demi, pour moi c'est ça la plus belle des récompenses. Voir qu'une centaine de convives par jour nous font confiance, réservent des semaines, des mois avant, font des heures de voiture pour venir partager un moment d'Aubrac dans notre maison, ça pour moi c'est la plus belle des rassurances. Donc je veux bien être jugé pour ça. Et qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me fait courir ? Je crois que c'est finalement le partage. Le partage de mon histoire. Faire passer à nos hôtes un moment, si possible, inoubliable. En tout cas, un bon moment. Je crois que c'est déjà une bonne pierre à l'édifice si on arrive à faire ça. Et quand je vois une fois de plus l'indice de fréquentation, le nombre d'habitués énorme que l'on a, des jeunes coéquipiers, salariés très 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 fidèles, ça me fait chaud au cœur. Et je me dis que voilà, on est dans la bonne voie. J'ai envie de continuer toujours en suivant ce fil rouge et en étant toujours heureux et épanoui. Et quel rapport entretiens-tu avec la médiatisation qui fait partie du métier de chef aujourd'hui ? C'est important, mais il a l'importance qu'on lui donne. Moi, un de mes dictons, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. L'Aubrac m'y aide bien, il faut dire. Donc, bien évidemment, j'essaie d'avoir une vision objective sur la relation aux médias. On ne peut pas tout refuser en bloc. Et bien évidemment, ce sont des acteurs incontournables de la vie du chef d'entreprise.
Mais pour autant, je ne pense pas être un homme ou une maison hyper médiatique. Une fois de plus, moi, mon bonheur, ce n'est pas de faire la une de la télé, des journaux ou des radios, mais c'est de remplir mon restaurant et de rendre mes clients heureux. L'année prochaine, vous allez fêter les 20 ans du Suquette. 25. 25 Ah, oui. J'ai mal compté. 25. Donc les 25 ans du Suquette, quel est le secret de la longévité ? Le secret de la longévité, c'est se donner les moyens de vivre heureux. Et quand on vit heureux et épanoui, le reste suit. Quand on est bien soi-même, c'est une énergie positive qui se transmet aux clients, à nos cuisiniers, à nos équipes, et je crois que ça crée une espèce d'émulation collective qui porte l'ensemble de la maison, et pour moi c'est vraiment quelque chose d'essentiel, et on essaie de mettre en œuvre les moyens, mais de manière naturelle, parce que c'est ce qui nous plaît, c'est ce qu'on aime. On essaie de mettre en œuvre les moyens pour faire en sorte qu'il y ait ce collectif fort entre une famille, un territoire, des clients et une équipe. Le restaurant a été conçu dans son ensemble. Le mobilier, les objets ont été imaginés spécialement pour le lieu, la cuisine aussi. Mais à quel pourcentage estimes-tu que les gens y viennent pour la cuisine ? C'est une question que je me pose assez régulièrement. J'ai pas encore la réponse, mais je pense qu'un restaurant, c'est beaucoup plus que la cuisine. C'est un lieu, c'est une ambiance, c'est une proximité, c'est une relation, c'est une histoire transmise. Pour moi, un restaurant, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de communication, c'est un lieu de partage. Donc on arrive à la fin, on a un petit peu faim. Est-ce que tu aurais une recette simple à nous donner, une recette que tu fais à la maison pour ta famille par exemple ? Une de mes associations fétiches que je réinterprète régulièrement, c'est l'association volaille et une émulsion à base de mélilo. Le mélilo, c'est une plante sauvage que l'on retrouve un petit peu partout, qui est une fleur blanche que je fais infuser dans de l'huile. Et ensuite, avec cette huile, je monte une émulsion avec un petit peu de bouillon de volaille, un œuf moulé. Et je trouve que voilà, ces parfums sont parfaitement complémentaires et se combinent vraiment parfaitement bien. Merci Sébastien. Merci. Vous pouvez goûter ce qu'il a dans la poêle au restaurant Brasse, perché sur le plateau de l'Aubrac, à l'Ailleul, au Café Brasse, au Musée Soulage à Rodez et au Capucin sur l'aire d'autoroute du viaduc de Millau. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'À Poil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.